Recording in progress. Salutations chaleureuses à tout le monde et particulièrement à mon compagnon de chaque jour, le révérend docteur Héman. Nous sommes contents de poursuivre notre leçon d'aujourd'hui. Nous cheminons petit à petit vers la fin. Nous avons déjà bouclé au moins 7 chapitres. Aujourd'hui, nous sommes au 8e chapitre. Ça veut dire 7 pratiques thérapeutiques, théorie et pratiques thérapeutiques. Et aujourd'hui, nous allons couvrir le 7e chapitre, le 8e chapitre plutôt, abordant les différentes thérapies constructivistes et narrativistes. Ceci dit, j'aimerais ouvrir notre cours. Nous sommes à la page 200. Mais ouvrez la page. Abordant les consacrés aux thérapies narrativistes et constructivistes. La page 245 dans la nouvelle édition, les thérapies constructivistes et narrativistes ou narratives. Et cette leçon, ce séminaire comprend une introduction suivie directement de l'historique du constructivisme. Puis, au deuxième point, nous abordons les grands théoriciens du constructivisme. Au troisième chapitre, la troisième section, nous étudions les thèmes et les pratiques constructivistes. Puis nous verrons la thérapie narrative. Comment dans la thérapie narrative, on peut dire et redire son histoire de plusieurs fois, de plusieurs manières. Et
quels sont les principes de base de la thérapie narrativiste, puis il y aura un exercice et la bibliographie. Comme tout champ de recherche et pratique thérapeutique scientifique, le domaine axé sur les émotions, c'est-à-dire le traitement de troubles émotionnels, ne cesse d'évoluer. De nouvelles approches et stratégies de counseling émergent continuellement alors que les approches établies continuent à perfectionner leurs techniques thérapeutiques. 4 approches thérapeutiques axées sur les émotions forment cette grande famille de thérapies postmodernes. Ce sont les approches constructivistes, narratives, féministes et la thérapie transpersonnelle ou relationnelle. Cette section, ces chapitres, est consacrée exclusivement à l'étude, au survol, si vous voulez, des thérapies constructivistes et narratives. La psychologie et la psychothérapie constructiviste que nous allons examiner brièvement dans la première section de ce 8e chapitre a plusieurs similarités avec la thérapie narrative. C'est pourquoi on parle souvent des thérapies narratives en général, incluant la thérapie constructiviste. Et la thérapie narrative elle-même forme une forme de thérapie constructiviste. On peut parler de thérapie constructiviste tout en parlant de thérapie narrativiste ou de thérapie narrativiste tout en parlant de thérapie constructiviste. Nous verrons pourquoi c'est là. À l'instar de la thérapie narrative, le constructivisme ou la thérapie constructiviste se concentre sur les perceptions que les gens ont d'eux-mêmes, de leur société, des gens. Chaque personne qui existe dans ce monde a ses perceptions. Et dans chaque culture, il y a des perceptions. Et les deux approches adoptent la même thèse postmoderniste selon laquelle il n'y a pas d'universel ou de connaissance objective. Toute connaissance est, pour ainsi dire, limitée à la perception ou aux perceptions que les gens se font du monde et d'eux-mêmes. Leur langage, leurs valeurs, leurs croyances sont des perceptions qu'ils se sont construites. Il y a la perception européenne du monde et dans la perception européenne, il y a la perception française du monde et dans la perception française, il y a la perception marseillaise du monde, il y a la perception parisienne du monde, etc. Et quand vous allez dans la Bible, vous allez constater que les 12 tribus d'Israël n'avaient pas la même perception du monde et même de Dieu. Il y avait la perception samaritaine, il y avait la perception judéenne et dans tout le royaume, chaque membre de 12 tribus avait sa propre perception du monde. D'où les guerres que nous avons et les querelles entre nous et les divisions, parce que chacun veut faire prévaloir sa perception du monde. Les thérapies constructivistes et narratives, en thérapie constructiviste et narrativiste, l'individu est considéré comme une totalité complexe qu'il faut chercher à comprendre pleinement, totalement, à partir de diverses perspectives. Vous n'êtes pas seulement émotion, vous n'êtes pas seulement rationnel, vous n'êtes pas seulement analytique, vous n'êtes pas seulement comportemental, vous n'êtes pas seulement logique, mais vous êtes à la fois logique, irrationnel, et tantôt émotionnel, tantôt sentimental. C'est ça l'individu, la complexité de l'être humain. Et cette complexité exige, pour comprendre l'être humain, des analyses multidimensionnelles de sa personnalité. Un peu d'histoire de l'approche constructiviste. Cette approche constructiviste était lancée par un certain George Kelly, qui est sans doute l'un des premiers théoriciens de cette approche, qui a élaboré ses principes dans son livre écrit en anglais intitulé « Les construits psychologiques » ou de la psychologie, « The Psychology of Constructs » ou la psychologie de construit. OK, je me suis. Alors, on revient encore, on est
à la thérapie narrativiste. Heureusement, on m'a dit que mon micro était fermé, et je reprends que la thérapie narrativiste, comme la thérapie constructiviste que nous allons voir maintenant, est basée sur une thèse que tout est construit par les individus et par les sociétés. Il n'y a pas d'absolu sur le plan de la vision du monde, la vision de telle société ou la vision occidentale du monde. Tout est subjectif. Les hommes se sont construits leur vision, et même la vision de la maladie mentale est construite par les hommes. Par conséquent, pour comprendre l'homme, il faut essayer de comprendre ces différentes perceptions que nous dégageons à travers le langage, à travers la culture et à travers, n'est-ce pas, même les problèmes que cet homme ou cet être humain traverse et l'expression de ces problèmes. George Kelly est le premier théoricien qui a entrepris l'élaboration des principes du constructivisme dans son livre intitulé La psychologie des construits. Notez bien le mot construit. Selon Kelly, chaque individu utilise différentes constructions psychologiques pour percevoir le monde. Il y a une construction psychologique de Baoulé, hein, de fond, de Congo, etc. Et chaque individu a sa construction psychologique. Pour ainsi dire, sa grille, ses fenêtres, ses portes par lesquelles cet individu entre dans le monde, voit le monde. Le constructivisme en psychologie s'inscrit dans le mouvement qui accorde la primauté à la perception subjective de la réalité. Et c'est au détriment d'une réalité qui serait objective et qui s'imposerait à tous les sujets. Le psychiatre Milton Erickson est bien connu pour ses approches de la compréhension des clients afin de les aider à changer. Alors que M. Erickson ne s'était jamais identifié comme constructiviste, sa manière créative de comprendre ce patient continue d'intriguer les thérapeutes constructivistes qui pensent que c'était vraiment un constructiviste. En effet, tout en étant totalement différent dans ses travaux et ses intérêts scientifiques, Erickson partage avec Kelly la thèse selon laquelle il est important de tenir plus compte de la vision du client, la vision du monde de chaque personne, la vision du monde de chaque culture compte pour comprendre cette culture et les gens qui la partagent. Les travaux de ces deux théoriciens, Erickson et Kelly, ont contribué au développement du fondement épistémologique des approches constructivistes. Quel est le fondement théorique de l'approche constituée de la thérapie constructiviste? Les philosophes et les psychologues qui ont influencé le développement de ces thérapies constructivistes croient que les perceptions de la réalité sont plus importantes dans la compréhension des actions des gens. Vous voyez quelqu'un qui agit de telle manière, mais quelle est sa perception du monde et de cette situation-là? Vous voyez par exemple un polygame. Il faut lui poser la question, quelle est sa perception du mariage? Et vous allez entendre comment cette personne défend la polygamie. Hein? Et les philosophes grecs Épictète pensaient que ce n'est pas la réalité qui trouble les gens, mais leur vision de la réalité. Notez ça bien. La façon dont les gens voient la réalité. Il y a une vision de la Côte d'Ivoire selon Ouattara, par exemple. Il y a une vision de la Côte d'Ivoire et selon le feu président Bédié. Il y a une vision de la Côte d'Ivoire selon l'autre président qui était renversé par Ouattara, donc Babou. Alors, il y a aussi une vision de la Côte d'Ivoire que les Américains ont, que les Russes ont. Les Russes ont leur vision du monde, comme ils ont leur vision de l'Ukraine. Et les Européens ont leur vision de l'Ukraine. Donc, les philosophes Épictète nous a dit que ce qui trouble le monde, ce n'est pas la réalité du monde, mais la vision de la réalité que les hommes ont construite. Le philosophe allemand Emmanuel Kant décrit l'entendement humain
comme une instance de transformation et de structuration des données que les individus perçoivent par leur sens et intègrent ensuite dans leur pensée. Ce sont les idées de la raison pure. C'est donc l'entendement humain qui nous aide à déterminer ce que nous connaissons. Même quand vous dites le chiffre 1, 2, 3, 4, vous le dites à partir de ce que vous connaissez dans vos têtes. On ne voit pas vraiment 1, 2, 3, 4, mais ces chiffres viennent de vos têtes et vous avez intégré cela, vous avez intériorisé cela à partir de ce que vous a communiqué par d'autres dans votre culture. Donc l'entendement humain peut créer des construits que les individus utilisent pour voir, concevoir et percevoir le monde. On s'approche ici un peu de la fiction de Hans Wenger, qui décrit le fictionnalisme comme étant des idées qui n'existaient pas dans la réalité, mais qui aident l'individu à gérer plus efficacement la réalité. Par exemple, je sais que Yamoussoukro existe dans la réalité. J'ai déjà été à Yamoussoukro, hein? Mais je ne suis pas Yamoussoukro maintenant, mais je vois Yamoussoukro dans ma tête. J'ai une idée Yamoussoukro, j'ai une idée de Dokwe ou d'Abidjan. Mais c'est une idée que j'ai. Et elle est différente de la réalité. Mais c'est cette idée qui fait que j'ai la connaissance de Yamoussoukro. J'ai déjà vu le pasteur Hema, le docteur Hema. Hein? J'ai déjà été avec lui. Mais maintenant, il n'est pas avec moi ici concrètement, mais il est avec moi dans ma tête, dans mes idées. J'ai une idée de lui, j'ai une idée de sa femme. Vous voyez, j'ai une idée de sa manière de regarder, de parler. C'est cette idée-là qui constitue ma perception de cette personne-là. Le linguiste Korzybski a étudié comment les individus présentent leur perception comme étant des réalités. Par exemple, je peux dire, Joanne est alcoolique. Au lieu de dire, je pense que Joanne consomme tellement de boissons alcooliques qu'elle se crée elle-même un problème. Dans ma première phrase, Joanne est alcoolique. Je n'agis pas comme le sujet qui perçoit un problème, mais j'agis comme un sujet qui perçoit Joanne comme un problème. Vous voyez, hein? Alors, il est très important d'être très attentif à notre manière de percevoir le problème des gens. Parce que en théorie constructiviste, on va dire, attention, le problème, c'est le problème. Le sujet n'est pas le problème. Il faut distinguer le problème du sujet. Voici donc les grands théoriciens du constructivisme. Vous avez George Kelly, vous avez Robert Naimer et Michael Mahoney. Et ces trois personnages sont des grands constructeurs de la thérapie constructiviste, des grands inventeurs. Et pour eux, la construction psychologique renvoie à une famille de théories qui partagent la thèse selon laquelle la connaissance et l'expérience humaine s'enracinent dans la participation individuelle proactive. Alors, je vous donne les récits classiques de la réminiscence des aveugles ayant rencontré un éléphant et qui illustre bien la théorie de la construction psychologique de Mahoney. Chacun des aveugles, c'est de 3 ou 4, ayant touché une partie de l'éléphant, décrivit la totalité de l'animal selon sa construction psychologique. L'un avait touché aux oreilles de l'éléphant, il dit, oh, l'éléphant c'est une grande oreille. L'autre a touché à la patte de l'éléphant, il dit, l'éléphant c'est une grande patte. Et un autre, par contre, a touché à la défense de l'éléphant, il dit, l'éléphant c'est une grande défense. Tous ces trois aveugles avaient raison, mais aucun n'avait dit la totalité de la vérité concernant l'éléphant. Et c'est comme ça que nous voyons le monde. Chacun voit à partir de son angle de vision. Alors, nous entretenons souvent, nous aussi, une relation tout à fait réciproque avec notre monde. C'est-à-dire,
nous apportons nos perceptions et nos expériences passées avec nous, alors que nous faisons et évaluons de nouvelles expériences. Hein? Et quand vous allez voir le vrai éléphant, vous allez constater qu'il n'est pas seulement une défense ou une grande oreille ou encore une patte, mais il est tout ça. Les concepts clés du constructivisme est l'identité personnelle et socialement construite. Ce que vous êtes, ce que vous pensez être, vous l'avez construit personnellement à travers vos grilles culturelles. En Afrique, par exemple, la construction de l'identité personnelle commence dès la conception de l'enfant. À la naissance, le nouveau-né est reçu dans la famille, les clans et la tribu, par des rites à travers lesquels les anciens l'attachent à ses ancêtres dans le village. L'enfant reçoit ici un nom qui symbolise souvent son caractère, sa destinée ou les conditions dans lesquelles cet enfant est venu au monde. Il va poursuivre la construction de son identité à partir du fondement posé en lui par les anciens, par le parent, par les oncles maternels et paternels. Son existence est un véritable développement de son identité reçu depuis sa conception dans une construction sociale bien déterminée. Et je constatais la même chose chez les Américains, les Canadiens. Vous allez voir, un Canadien québécois est différent du Canadien ontarien parce que l'identité québécoise est une identité tout à fait différente de celle de l'ontarien. Voici 5 thèmes de base pour la pratique thérapeutique du constructivisme. Premier thème, l'agence active, de l'agence active. Les individus sont des agents actifs, de l'agent actif plutôt, de l'agent actif. Les individus sont des agents actifs dans la structuration de leur vie, à travers leurs choix, leurs actions et l'objet de leur attention. Les individus sont actifs. Même le bébé est actif. De l'ordre. Les individus, je recherche l'ordre et l'organisation et trouvent l'ordre et l'organisation d'ailleurs quand ils viennent au monde. Trop d'ordre peut conduire à trop de contrôle émotionnel. Moins d'ordre peut conduire à l'anarchie, au désordre, au déséquilibre. Du moi ou du self et de l'identité. Selon Mahoney, les relations avec le moi est déterminée, est très critique et déterminante plutôt pour la qualité de vie. Les relations avec moi-même, c'est très important. Je ne suis pas seulement un agent actif, je ne suis pas seulement quelqu'un qui suit l'ordre, qui cherche l'ordre, mais je suis moi-même et j'ai mon identité. Et ma relation avec moi-même est très déterminante pour ce que je vais devenir. Des processus symboliques sociaux. L'ordre, l'essence et l'identité émergent largement des interactions sociales et des processus symboliques, tels que par exemple le langage. Celui qui ne parle pas la langue baoulée, il est difficile de le considérer comme un baoulé. Les images, les histoires, les contes de baoulé, etc. Donc, nous sommes déterminés par toutes ces affaires-là. Et enfin, cinquièmement, il y a la dynamique du développement dialectique, c'est-à-dire les gens expérimentent des cycles constants d'expériences qui peuvent conduire à l'organisation ou à la désorganisation. Vous voyez la dialectique, l'antithèse de l'organisation, c'est la désorganisation. Nous cherchons l'équilibre et nous pouvons résister au changement de manière saine et défensive. C'est très, très intéressant de voir cela et bien aimé, comment la personne humaine est à la fois ordre et désordre. L'approche constructiviste consiste justement à identifier les problèmes du client dans sa propre construction pour l'aider à découvrir ses patterns et le processus ou le cycle de ses expériences afin qu'il puisse arriver à changer
ces constructions, les mauvaises constructions, pour les remplacer par de bonnes constructions. Voici comment se passe un peu la pratique thérapeutique. Premièrement, l'intervenant constructiviste se concentre sur 3 niveaux dans sa pratique. Les problèmes que la personne expose, présente, les patterns de la production de ces problèmes et le processus du client. Les problèmes sont perçus comme les vides qui existent entre la situation présente et les désirs du client. Par exemple, quelqu'un qui a le problème de trouver une fiancée qui ne trouve jamais et toutes les femmes ne veulent pas entendre parler de lui. Donc, ses souhaits, ses désirs de trouver une fiancée, de se marier, devient un problème. Les patterns sont constitués de problèmes récurrents, reliés les uns aux autres. Par exemple, le problème de trouver une fiancée est lié au problème du divorce que la personne a eu, mais aussi au problème que son père, sa mère avaient eu, au problème que ses frères et ses sœurs ont, etc. Ça devient un pattern familial. Le processus. Les processus sont sous-jacents aux problèmes et aux patterns. Ils incluent la réalité actuelle et perçue, les valeurs, le moi et la force. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un avec ces problèmes, ces patterns, et vous voulez l'engager dans un processus thérapeutique, vous devez d'abord comprendre ce propre processus qui le maintiennent dans son problème. Et vous établissez ainsi avec la personne une alliance thérapeutique. Et cette alliance doit être une alliance collaborative et non autoritaire. Ce n'est pas l'alliance comme celle qu'on a dans une approche cognitive où le thérapeute se présente comme un grand savant qui connaît bien les choses et qui va démonter les connaissances, les fausses connaissances et les fausses croyances pour les remplacer par de meilleures croyances. Ici, l'approche est collaborative. La thérapie est collaborative. Comme le souligne bien Mahoney, le psychothérapeute ou la psychothérapie constructiviste ou le psychothérapeute constructiviste est un spécialiste en échange très intime et personnalisé parce que sa thérapie est un échange, un dialogue. Les clients et les cliniciens diffèrent uniquement en termes de rôle. C'est le client qui vient avec le problème et vous venez avec la possibilité de l'amener à résoudre, à traiter son problème. Le client n'a pas la formation que vous avez, mais il a l'information de son problème. Vous voyez? Et c'est très important. Il y a donc une collaboration. Et pendant le traitement, tous les deux embarquent dans une exploration. Et exploration du problème et de la situation, l'intervenant utilise souvent, l'intervenant, c'est-à-dire le psychothérapeute, l'empathie, l'encouragement, l'affirmation de l'autre, les reflets, l'élaboration, les métaphores pour avancer avec son client. Il offre la sécurité, la discrétion, l'assurance que son problème sera bien traité. La thérapie narrative, maintenant. Vous voyez, nous quittons le terrain de la thérapie constructiviste, qui est la jumelle de la thérapie narrativiste. Définissons la technique de l'approche narrativiste. La thérapie narrative se présente comme une approche postmoderne, féministe, constructiviste et non maison, qui tient compte de la construction du réel, imaginé, ou des histoires possibles du passé, du présent et du futur. La personne qui vous arrive vient avec une narration, avec un récit de son problème, de sa situation passée, présente, oui, mais aussi de sa projection de l'avenir. Selon donc la thérapie narrative, les personnes sont des êtres qui interprètent, qui donnent sens à leur propre existence, au monde, à travers le récit des histoires devenues partie intégrante d'eux-mêmes. Ils ont les histoires de leur maladie, les histoires de leur mariage, les histoires de leur famille, les histoires de leur voyage.
Et à travers ces histoires, vous pouvez saisir les blessures, les déceptions, les frustrations qui les amènent, n'est-ce pas, à venir narrer leurs problèmes auprès de vous. Les théoriciens narrativistes pensent qu'à travers l'exploration, la déconstruction et la révision des histoires, notez bien ces trois opérations. Première opération, l'exploration par l'écoute. Vous permettez à l'individu, dans l'écoute, dans l'échange, vous lui permettez d'explorer son champ problématique. Et petit à petit, après l'exploration, pendant l'exploration, vous amorcez un processus de déconstruction de la mauvaise narration de sa situation pour lui permettre de réviser son histoire, c'est-à-dire de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Les gens donc peuvent changer leur perception, créer des scénarios alternatifs qui contribuent au développement de la confiance. La thérapie narrative voit les problèmes comme ayant été produits par les contextes sociaux, culturels, historiques, familiales, politiques, etc. Les problèmes, comme dit Epstein, qui le déclare, la personne n'est pas le problème, mais le problème est le problème. Il faut faire une distinction entre le problème et la personne. Et l'individu qui est en thérapie narrative externalise son problème, ses préoccupations, ses souffrances, ses blessures. Il externalise. Et en les externalisant, vous pouvez saisir les structures anciennes de ce problème et leurs significations anciennes qui reviennent. Ce sont ces structures que vous allez déconstruire pour permettre à l'individu de construire de nouvelles structures et de nouvelles significations qui vont le conduire à fonctionner de manière saine et normale. Tel est l'essence de la thérapie narrative. Le développement de la thérapie narrative. La thérapie narrative trouve ses racines en Australie dans les travaux théoriques de Michael White et de David Epstein. Beaucoup de cliniciens et de chercheurs ne cessent de manifester leur intérêt pour ces principes théoriques et ces applications psychothérapeutiques. Je suis une des personnes qui s'intéresse à cette thérapie parce que je pense que Jésus était un thérapeute narrativiste qui écoutait les histoires des gens comme l'histoire de Nicodème ou encore l'histoire de la femme samaritaine. Et à partir de ce dialogue avec la femme samaritaine ou avec Nicodème, Jésus amorçait une déconstruction de perception du royaume de ténèbres pour construire, permettre à l'individu de construire, n'est-ce pas, sa vie selon le royaume de Dieu. L'approche narrative a aussi subi l'influence des idées de Gregory Bateson et du philosophe de la déconstruction Michel Foucault et même de Derrida. Selon Bateson, pour acquérir et détecter une nouvelle information, les gens s'engagent dans un processus de comparaison dans lequel ils distinguent un corpus d'informations d'un autre corpus. White construit son approche sur ce concept pour attirer l'attention de ses clients sur la nature subtile des changements dans leur vie et les aider à développer de meilleures façons de résoudre leurs difficultés. Les écrits de Michel Foucault sur l'équation de la connaissance et du pouvoir conduit White à aborder la question des effets néfastes du fait d'encourager les gens à s'ajuster aux normes stéréotypées de comportement aliénant leurs efforts personnels de réalisation des choses. Selon White, c'est uniquement à travers la connaissance que les gens peuvent réellement devenir des auteurs de leur propre vie. Connais-toi toi-même. Et si vous regardez dans Jean 3, le dialogue de Jésus avec Nicodème, en sortant de la rencontre avec Jésus, Nicodème est arrivé à une nouvelle connaissance de la vie de l'esprit qu'il n'avait pas en entrant dans la présence de Jésus, en allant auprès de Jésus. La thérapie narrative conçoit l'individu comme ayant plusieurs moi, plusieurs moi, c'est-à-dire le moi là,
je mets ça avec un S là, ça veut dire plusieurs personnalités. Elle consiste à promouvoir la libération de ces moi individuels, des définitions contraignantes. L'image d'un individu n'est pas absolue. Tu peux avoir une image de ta personnalité aujourd'hui et changer cette image demain. D'ailleurs, parfois, vous voyez un individu, il a plusieurs images. Il a une image quand il est avec sa femme, il a une image quand il est avec ses enfants, il a une image quand il est avec soi-même, il a une image quand il est à l'église, il a une image quand il est au travail, hein, et l'individu peut changer d'image. Pour le thérapeute narrativiste Michael White, la situation problématique, origine de l'environnement socioculturel et politique, toute situation problématique d'individu a son origine de l'environnement socioculturel et politique. C'est cet environnement qui lui donne une nouvelle localisation. La personne n'est pas le problème, mais le problème est ces problèmes qui se posent dans cet environnement dans lequel cette personne vit. Ces constats ont entraîné le développement de la stratégie majeure de la thérapie narrativiste, c'est-à-dire l'externalisation du problème qui consiste à situer le problème à l'extérieur de la personne. Où est-ce que j'ai eu ces problèmes que je suis en train, n'est-ce pas, d'affronter dans ma propre vie? Il devient donc plus aisé de créer une distance entre l'individu et son problème et de l'aider à se débarrasser de ces problèmes-là. Donc, la personne sera d'abord amenée à identifier par des tactiques très sophistiquées du récit, n'est-ce pas, le problème. Il va parler de son problème et à travers son discours, la personne découvre son problème. La tâche du thérapeute est d'aider cette personne à prendre une distance progressive, à prendre distance progressivement face au contexte social qui a engendré ce problème. Quelles sont les théories et les stratégies thérapeutiques? Il résume en ces termes le traitement avec l'approche narrative. La perspective narrative tente d'aborder les dilemmes de l'existence humaine dans un monde postmoderne, c'est-à-dire un monde qui a dépassé les anciennes traditions judéo-chrétiennes, en se concentrant sur les manières linguistiques et discursives dont les gens construisent leur vie. Si vous allez dans certains quartiers d'Abidjan, vous allez voir les langages que les jeunes ont. Et quand ils parlent le français, et à travers ces langages, vous allez voir comment, de manière linguistique et discursive, ils ont construit leur vie, leur image de vie, leur manière d'être. Et ces gens-là assument le fait qu'ils sont humains à travers leurs propres images, leurs représentations. Et quand, par exemple, ils s'abandonnent à la drogue, ils s'abandonnent à la boisson et tout ça, vous allez réaliser que c'est le milieu dans lequel ils vivent qui entraîne ces gens-là à mener une telle vie de drogués, d'alcooliques ou encore de sexopathes. En d'autres mots, le thérapeute narrativiste soutient que l'existence humaine consiste à créer et interpréter à travers le récit, n'est-ce pas? Les récits que les gens écoutent, les récits qu'ils créent dans leur propre entraînement et les récits qu'ils racontent et répètent. À travers ces récits, vous allez percevoir le problème. Et c'est en comprenant, n'est-ce pas, les problèmes qui sont racontés à travers les récits que vous pouvez amener les individus à créer de nouveaux récits en créant de nouveaux milieux qui vont permettre à la personne d'être bien. Je donne ici le cas de Linda, cette femme que nous étudions tout au long de ce travail, divorcée qui éprouve et qui éprouvait des difficultés à faire confiance aux hommes et qui n'arrivait pas à développer des relations constructives avec les membres de sa famille. Voilà, c'est paterne. Le rôle de l'intervenant en approche narrative dans ce cas précis de Linda est
d'aider Linda à dire et redire son histoire. C'est en écoutant ses propres histoires, comme Jésus a provoqué souvent les gens qui le fréquentaient à dire et redire leur propre histoire, comme Zachée lui-même a raconté son histoire. Et que c'est ainsi que le thérapeute, procédant ainsi plutôt, écoutant et réécoutant l'histoire de la personne, c'est ainsi que le thérapeute va arriver le thérapeute va arriver à aider la personne à sortir de ce récit pour créer un nouveau récit tout en créant un nouveau milieu dans lequel il va évoluer. Et c'est comme ça qu'on pourra aider, par exemple, Linda qui croyait que sa vie n'était qu'un échec et qui pensait même au suicide. Le récit de Linda a livré des messages concernant son passé, son présent, son futur même. Et ces récits retracent les cartes géographiques de la vie de Linda. Et la thérapie narrative va l'aider d'abord à écouter ces messages. Elle-même, quand elle parle, elle les écoute. Et en s'écoutant, elle va comprendre le danger qui la guette si elle continue dans ces mondes-là très négatifs. Et au début, le thérapeute va inviter Linda à construire son histoire problématique avant de l'aider à construire une nouvelle histoire qui vient solutionner ses problèmes. Alors, n'oublions pas, l'alliance thérapeutique est très importante quand vous abordez les gens en thérapie narrativiste. L'intervenant est un consultant, un partenaire du client. Il ne se présente pas comme un savant qui connaît tout, mais comme une personne qui vient apprendre le problème de la personne et qui va apprendre avec la personne comment sortir de ce problème. Les deux sont donc comme des co-auteurs du problème, du récit du problème. Et ils collaborent ensemble pour à la fois écrire l'ancienne histoire, déconstruire cette ancienne histoire, afin de construire une nouvelle histoire de cet individu qui lui donne des perspectives nouvelles. Alors, il faut toujours être très attentif à la nature des histoires personnelles. Nature des histoires, histoire de divorce, histoire de banqueroute, histoire d'échec et tout ça. Les histoires se regroupent dans différentes catégories. Ce que White appelle la spécification de personhood, hein, de la personne humaine, la personne qui vous arrive, vient avec une information très personnifiée qui dit aux personnes dans leurs histoires personnelles comment se comporter comme individu ou membre d'une famille, comment se comporter comme telle ou telle personne dans son travail, et en te disant son histoire, dans son contexte, l'individu est en train de t'exposer réellement les différents paramètres de son problème. Alors, il faut écouter quand quelqu'un vous raconte son histoire ou plusieurs de ses histoires, quelle est l'histoire dominante, l'histoire qui domine la vie de cette personne. C'est cette histoire qui sera comme l'histoire noyau qui vous permettra de comprendre avec lui son problème. Et de chercher donc une alternative à l'histoire négative de la vie de cette personne, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Linda. Alors, en thérapie narrative, on dit et on redit l'histoire de la vie en thérapie, dans cette pratique. Mais il y a d'abord la description bornée de notre vie, de notre problème. Ça ne va pas. Puis après cette description bornée, vient la deuxième étape, la déconstruction constructive. On démontre la description bornée négative pour amorcer la construction du nouveau récit, de la nouvelle représentation de la personne qui traverse des problèmes. C'est pourquoi les techniques thérapeutiques de l'approche narrative sont très importantes. Une des premières techniques, c'est la cartographie de la personne. C'est une technique qui aide les clients
à se refléter sur son histoire. Il va vous raconter son histoire et parfois quand il vous raconte les villes dans lesquelles il est passé, les universités dans lesquelles il avait échoué, les collèges dans lesquels il a été, n'est-ce pas, violé, etc., eh bien, vous faites avec lui le map, la géographie de son histoire. Et là, la personne amorce le processus d'extériorisation. Et il extériorise son problème. La technique d'extériorisation va l'aider à ventiler, à sortir de sa dépression, à sortir de ses frustrations, de ses blessures, à guérir ses blessures. Et en les exposant, évidemment. Et vous allez voir, à travers ces histoires, il y aura une exception d'une histoire de vie. Et quand vous identifiez cette exception d'une histoire, une histoire exceptionnelle, à travers cette histoire, la personne s'identifie et se retrouve. C'est peut-être l'histoire qui était à la base de toutes les autres histoires qu'elle vous raconte. Il s'agit donc de se concentrer sur cette exception que vous allez déconstruire pour reconstruire la vie de cette personne. Voici quelques principes de base de l'approche narrative. Premièrement, le problème que l'individu vous expose, c'est le problème. Ce n'est pas elle l'individu et la personne, ce n'est pas lui l'individu qui est le problème. Deuxièmement, les gens ont eux-mêmes l'expertise sur leur propre vie parce qu'ils connaissent leur propre vie mieux que toi. Donc, il faut les écouter pour comprendre les récits négatifs de leur vie. Troisièmement, les gens peuvent devenir les premiers auteurs des histoires de leur propre vie et réécrire leur propre vie avec vous. Quatrièmement, les gens viennent consulter le thérapeute après avoir tenté plusieurs fois de traiter le problème, comme plusieurs gens vont d'abord chez le féticheur, les magiciens et tout ça pour essayer de se faire guérir de leur maladie. Et quand ils ne trouvent aucune solution et quand c'est très grave, ils viennent alors à l'hôpital. C'est la même chose en thérapie. 1, 2, 3, 4. Quatrièmement, le problème émerge. 1, 2, 3, 4. Cinquièmement, les problèmes émergent dans des contextes culturels. Et ces contextes incluent le pouvoir, les relations raciales, tribales, ethniques, familiales, maritales, économiques, professionnelles, etc. Il n'y a aucun problème humain qui est hors contexte. Donc, il faut connaître les contextes qui provoquent parfois ces problèmes-là. Il faut tenir compte des différents contextes socio-culturels. Alors, vous avez un exercice à faire. Vous-même, vous composez une histoire du problème de Linda ou d'une autre personne ou de vous-même sous une forme de dialogue avec un thérapeute. Vous faites une relecture de cette histoire-là et vous essayez de remplacer cette histoire par une nouvelle histoire. Souvenez-vous que le problème est le problème. Vous n'êtes pas le problème de votre problème, mais c'est votre problème qui est le problème. Et pour trouver la solution à vos problèmes, vous devez d'abord les écouter, les saisir. Et parfois, vous ne les comprenez pas, mais les écouter et les réécouter. Et vers la fin, vous allez saisir ces problèmes à travers un problème central et essayer de trouver solution. Vous avez la bibliographie qui vient boucler et ces chapitres sur les thérapies constructivistes et narrativistes. C'est là que prend fin notre cours d'aujourd'hui. Le 9e chapitre, la semaine prochaine, sera sur la thérapie systémique et familiale. À vous les questions. Moi, j'ai terminé mon exposé. Bonsoir encore, professeur, et merci pour cet enseignement si profond. Si j'allais dire évocateur, parce que nous avons tellement de situations personnelles et même autour de nous, et nous sommes appelés
aider d'autres personnes à arriver à la guérison. Vraiment, merci infiniment pour ces approches qui nous éclairent davantage. Ce soir, il y a eu particulièrement plusieurs qui ont eu des soucis de connexion. Mais bon, je pense que la vidéo pourra être réécoutée, revue par les uns et les autres. Je voudrais juste dire que ce qu'il faut, l'une des choses à retenir, il faut dire simplement que les gens ont des problèmes qui sont causés par leur environnement ou bien un aspect de leur environnement, par leur culture ou en tout cas Oui. pas quelque La première chose chose qu'il qui... faut retenir aujourd'hui, c'est que, Oui, attention, nous sommes des construits, des constructions. oui. Nous avons été construits dans nos tribus, dans nos sociétés, dans nos universités, etc. Nous sommes des construits, des constructions. Et à travers ces constructions-là que nous sommes, nous avons des représentations, différentes présentations de choses. Par exemple, nous avons des représentations de l'argent, des représentations de diplômes, des représentations de ceci et de cela, vous voyez. Et quand nous rencontrons un problème, le problème c'est quoi? C'est l'espace, la distance entre ce que nous désirons être et ce que nous sommes. OK. Entre ce que nous désirons avoir et ce que nous avons. OK. Vous voyez, hein? Et prenons quelqu'un que je connais bien et qui est déjà parti, d'ailleurs, de ce monde, qui a quitté ce monde, et qui voulait à tout prix faire son doctorat à l'étranger. Puis on l'a trompé, on lui a empêché d'avoir sa bourse. Ce pasteur est devenu fou, malade. Voyez-vous? Parce que, il s'est construit une idée qu'il va devenir docteur en théologie. Et il a fait un très bon mémoire de licence en théologie systématique. Il s'était construit cette image. Mais les autres avaient une autre construction pour le détruire, le démolir et l'empêcher d'être ce qu'il est. Vous comprenez? Mais il est devenu fou, et réellement fou, malade, il est mort fou. Et bien cette folie est le résultat d'un écosystème toxique. Vous comprenez? Oui, professeur. Oui. Il aurait suffi de faire sortir cet individu de ce système et de le placer dans une construction beaucoup plus saine pour l'empêcher ou le protéger contre cette folie. Oui, exactement. La même chose, un enfant qui est né dans une maison dont la mère est prostituée, OK? Puis il voit la prostitution chaque jour. Et l'enfant développe des habitudes prostitutionnelles. Il aurait peut-être suffi de l'enlever de ce milieu prostitutionnel pour faire de lui quelqu'une qui ne pratique qui aura pas une la autre conception. Oui, qui aura une autre conception de la vie. Voilà. Voilà. Donc, il y a des constructions. Hein, et la même chose, je ne pense pas que si Senghor, Léopold Sédar Senghor, était resté dans son village, il serait devenu ce qu'il est devenu à Paris. Ça, c'est vrai. Jusqu'à devenir même militaire dans l'armée française. Et il était mis en prison par l'armée d'Hitler, n'est-ce pas? Et donc, s'il était resté chez les Sérères, n'est-ce pas, dans son pays natal, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Donc, le changement de milieu, d'environnement, a fait ce Senghor-là que nous avons en face. Voyez-vous? Ok, merci beaucoup, professeur. Oui. J'ai une préoccupation concernant la pratique de la thérapeutique, concernant la thérapeutique de la thérapie constructiviste. Constructiviste. Et le mot construire, oui. Vous avez parlé des problèmes, vous avez parlé, il y a les problèmes, il y a les patterns, et puis il y a les processus. Voilà. Voilà.
Bon, là, je n'ai pas bien saisi. Je sais que Vous voyez les trois comme dans le cas de Senghor, vous voyez, dans le cas de Senghor, les problèmes des études. Vous voyez, s'il est Oui. resté chez lui, dans son serreur, chez le serreur là, hein, et le pattern n'était pas d'aller étudier loin. Vous comprenez? Et Oui, c'est oui. très si j'étais resté même moi dans mon village, hein, que j'ai connu plus tard d'ailleurs, je ne serais pas ce que je suis devenu. OK. Mais en sortant de là, j'ai amorcé un processus de développement personnel, les études. La même chose en venant à Christ, j'ai amorcé un nouveau processus de transformation personnelle. OK. Oui. Et j'ai quitté le pattern de païens et d'aller chercher le fétiche et d'aller chez les féticheurs, etc. J'ai quitté ce pattern. J'ai quitté le pattern d'aller invoquer les morts dans le cimetière. Ça sont des patterns. J'ai adopté de nouveaux patterns qui consistent à m'adresser directement à Dieu en Jésus-Christ. OK. Donc, professeur, donc on peut dire que les patterns, c'est un peu ce que les ancêtres, bien les traditions nous ont transmis. Pas nécessairement. Les patterns, il faut prendre des patterns au sens théorique. Hein? Théorique, OK. Au sens théorique, beaucoup plus général avant de l'appliquer. Le mot pattern signifie c'est un anglicisme hein, utilisé par de nombreux jargons d'ailleurs professionnels. Il désigne, selon le contexte, un modèle, une structure, une organisation, un motif. Par exemple, il y a des modèles de culte des ancêtres. Vous voyez, hein? Les Juifs avaient le modèle d'aller chez Baal et jusqu'à maintenant, ils vont chez Baal. Beaucoup de Juifs, même dans les synagogues, pratiquent encore ce qu'on appelle le Kabbal. Le Kabbal et le mot Baal. Vous voyez, hein? C'est un pattern, l'idolâtrie, c'est un pattern. Et voyez-vous ce pattern qui revient avec les statuts dans l'Église catholique. C'est un pattern, l'idolâtrie, c'est une structure religieuse, un modèle religieux qui est difficile d'ôter de nous. Vous voyez? C'est un motif ou un type répétitif. Il y a des gens qui ont les patterns, par exemple, de critiquer les gens tout le temps. Ils critiquent les gens, ils détruisent les gens. Il y a des gens qui ont les patterns d'échouer aussi. Parce qu'ils commencent à dire attention, moi, je me contente de ce que j'ai. Hein. Ils ont le pattern de ne jamais créer de nouvelles choses. Il y a des gens qui ont le pattern de ne jamais collaborer avec d'autres personnes. Il y a des gens qui ont le pattern de se quereller tout le temps avec les gens. Je me rappelle encore d'une femme qui m'a raconté l'histoire de son mari. Et chaque fois qu'il ne se querellait pas, dit ah, on vient de faire 2 jours sans nous quereller. Hein? Eh bien, le soir, ils vont se quereller, se battre. Oh là là. Il y a aussi des bons patterns. Hein? Patterns n'est pas seulement négatif. Il y a des bons modèles aussi. Hein? Oui. Oui. OK. Merci beaucoup, professeur. Je comprends mieux. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir, oui. Merci, professeur, pour cette séance encore d'apprentissage où nous écoutons et merci beaucoup, nous avons beaucoup appris. J'ai une préoccupation pour le suivi thérapeutique d'un patient qui, vous avez abordé un peu cet aspect, qui va répéter son vécu, qui va répéter pendant les séances. Il répète la situation qu'il traverse, bien qu'il a déjà traversé, mais qui est comme un fardeau pour lui, dans le but que vous l'avez dit. Il répète, comme s'il ne vous a jamais expliqué la situation. Je ne sais pas, c'est parce qu'il doit passer tout son temps à expliquer pendant un moment donné, à quel moment on peut l'interrompre pour dire on a déjà bien cerné les contours de la situation
La Le première couple fois de que nous. tu le rencontres, madame, je m'excuse, Oui, vous déterminez que je vais vous écouter pendant 45 minutes. ok. Vous avez terminé, oui, hein, vous avez terminé, ok. Oui, La oui, oui, deuxième j'ai fois, terminé, professeur. hein, Oui, oui, la deuxième fois, vous vous demandez, est-ce que vous avez encore d'autres choses à ajouter? Vous avez encore d'accord, 45 minutes. ok, Et vous l'écoutez. Alors, la troisième fois, vous faites la récapitulation. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée, la première fois? Qu'est-ce que nous avons dit la deuxième fois? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Et maintenant, vous commencez à poser des questions de clarification, d'approfondissement. Et n'oubliez pas, je dis, quand quelqu'un vous raconte une histoire, il y a toujours dans l'histoire, une dimension exceptionnelle. d'accord, Par exemple, la personne va vous dire, mais ma femme, je l'aime, mais chaque fois que nous arrivons à tel point-là, ça ne fonctionne pas. Puis il va vous raconter tout, mais chaque fois qu'il arrive à ce point principal, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, pourquoi on est ensemble? Eh bien, cette histoire qui revient souvent est peut-être le noyau, la racine de toutes les autres histoires, tous les autres problèmes. Et alors, dans l'écoute, il faut toujours savoir, mais quelle est l'origine de ce problème-là? ok. Oui. Parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Il y a une histoire profonde dans l'histoire. Oui. C'est ça. Et il y a d'autres personnes, ils racontent, mais ils cachent l'histoire. Ils cachent la vraie histoire. Ils disent, mais ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui ne veut pas dire, si c'est le noyau du problème, comment vous allez vous en sortir? C'est ça. Voilà. Donc, l'écoute, en tout cas, les 2 premières séances narratives doivent être vraiment consacrées à l'écoute empathique et poser très peu de questions. Puis, la 3e séance, un résumé de ce qui se passait. Et puis, ensemble, vous commencez à voir un peu le problème. Où est le problème? Où est le problème? Dites-moi maintenant le problème. Vous avez la conclusion. Où est le problème? Puis, il peut vous dire, c'est peut-être, vous n'avez pas constaté, oh, ok. Mais quand est-ce que c'est arrivé ce problème-là? Oh, c'était comme ça, telle date, telle place. Ah, ok. Maintenant, comment nous pouvons nous en sortir? Ah, mais justement, c'est pourquoi je suis venu vous voir. Et vous allez voir que lors de la 3e séance, si la personne a vraiment confiance en vous comme thérapeute, elle va vraiment faire sortir tout le venin. D'accord. Oui. Mais laissez-le au moins les 2 premières fois de se répéter, de revenir sur le récit. Et même, vous pouvez lui demander d'écrire ce récit. C'est compris. Voilà. Écrivez votre récit. Oh, oui, c'était comme ça, oui. Surtout quand la personne a été violée, par exemple, à l'intérieur de sa famille. Il faut vraiment écouter cela. Merci, professeur. Voilà, alors nous allons clore ici et je nous invite tous la semaine prochaine parce que nous voulons avancer. La semaine prochaine, nous allons voir le 9e chapitre, la thérapie systémique, le 10e chapitre, le génogramme, et puis le 11e chapitre, l'analyse transactionnelle. Et puis, l'autre semaine, nous allons finir avec les thérapies intégrées, puis la conclusion. Voilà. Je vous invite à nous arrêter à un chapitre à la fois pour l'approfondissement. Alors, merci d'avoir été là et de faire le récit de votre propre histoire pénible de la vie. Merci, professeur. Allez, bonsoir. Oui.